Ce livre est sorti le 20 septembre 2012 chez l'éditeur Scrinéo. Ces auteurs sont des experts qui sont en lien avec l'urbanisme et les transports. L'un d'eux, c'est Jean-Pierre Orfeuille, ici, qui est un spécialiste plutôt des transports, et il est professeur à Paris-Est. L'autre, c'est Marc Viel, qui est plutôt familier de l'urbanisme, et il a été directeur d'une agence d'urbanisme en province pendant une vingtaine d'années. Marc Viel, dites-nous quelle est votre vision? Ma posture est analogue, mais mon point de départ est un peu différent. Je pars en fait des idées reçues en matière d'urbanisme comme en matière de planification urbaine, et parce que là aussi, un peu comme je le disais Jean-Pierre, on veut aller trop vite à des solutions sans avoir bien compris le problème. J'insiste, moi, sur le fait qu'on ne comprend pas très bien les raisons et les méfaits du dérapage du prix des logements et ce qu'on appelle finalement, ce que les économistes appellent la rente mobilière ou la rente foncière. Et je pense que c'est cette rente et ces inconvénients qui sont la grande raison du fait que notre organisation institutionnelle, à l'échelle de l'Île-de-France, est finalement sous-performante. En particulier, elle n'arrive pas à produire le nombre de logements qui est nécessaire. Donc on est dans une situation où on a une crise du logement. Cette crise du logement, en fait, complique la solution de la politique des déplacements. Et pour résoudre ces deux crises en même temps, il faudrait changer l'organisation institutionnelle. Et moi, ce que je regrette, ce que je déplore, c'est qu'en fait, le point de départ des réflexions sur le schéma n'a pas su voir à quel point ces trois crises, du logement, des déplacements et de l'organisation institutionnelle, avaient des liens aussi étroits. Et plus précisément, quel est votre diagnostic? Bon, je pense qu'en fait, les différentes politiques urbaines sectorielles, comme nous disons, c'est-à-dire le logement, le transport, l'environnement, l'économie, ont toujours eu comme tradition de définir leurs objectifs de façon autonome, de façon propre. Mais cette façon de faire est devenue vaine, car en fait, ces politiques sectorielles sont devenues, au fil des temps, de plus en plus interdépendantes. La vraie raison, c'est qu'en fait, grâce au progrès technologique, grâce à l'énergie bon marché, la mobilité est devenue plus facile, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour les biens, ou que ce soit pour les services. Et donc, nous devons maintenant casser cette étanchéité entre les politiques, cette segmentation excessive, et pour aller vers une politique urbaine plus intégrée. Et cette politique urbaine plus intégrée, elle sera plus intégrée à la fois dans les domaines d'intervention, mais elle sera aussi plus intégrée entre les territoires et entre les institutions qui gouvernent ces territoires à des échelles géographiques différentes. D'accord. Vous dites que les raisonnements courants sont biaisés par un certain nombre d'idées reçues ou des mythes. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Oui, j'énumère une bonne dizaine d'idées reçues dans mon bouquin, mais en fait, il y en a peut-être trois qui dominent l'ensemble. La première, c'est qu'en fait, on surestime le pouvoir structurant des transports collectifs rapides, surtout quand on est en périphérie, et on croit que ça va induire l'urbanisation qu'on désire avoir. C'est la première. La deuxième, c'est qu'on pense que la cherté des logements est la conséquence de la pénurie de logements. Et la troisième, c'est que l'on croit qu'en allant plus vite, on est capable de gagner du temps. Et pourtant, toutes les enquêtes montrent que ce n'est pas ça ce qui se passe. Et pourtant, on se refuse à le comprendre et on continue de vouloir structurer la ville autour des systèmes de transport, quand en fait le problème est devenu de trouver un équilibre entre l'amélioration de l'accessibilité et les investissements qui sont nécessaires pour corriger les effets induits de cette amélioration. En fait, trop de vitesse réorganise la ville
transforme l'agencement intérieur des composants qui font la ville, et au bout du compte, ça sature les infrastructures et ça fait perdre du temps à tout le monde. La raison de cette situation, c'est bien sûr que dès qu'on améliore le système de déplacement, les ménages comme les entreprises trouvent de bonnes raisons de se localiser ailleurs. Donc, il est évident que la vitesse a des avantages et qu'elle permet en particulier d'avoir un moindre entassement urbain, mais en même temps, elle va spécialiser la ville tant fonctionnellement que socialement. Fonctionnellement, ça voudra dire que les activités et les résidences se sépareront, et socialement, ça voudra dire que les riches et les pauvres occuperont chacun leur territoire. Il faudrait donc arriver à doser la vitesse suivant la nature du déplacement, de façon à ne pas allonger inutilement certains d'entre eux. La conséquence de ce simple constat fait qu'en fait, notre façon traditionnelle de planifier est devenue, pour une bonne partie, inefficace. Il faut effectivement copiloter l'organisation des déplacements et l'organisation de l'urbanisme, mais ce copilotage va exiger de nouvelles façons de collaborer entre les institutions. Il y a d'une part les communes qui ont des terrains qui sont proches des emplois, il y a d'autre part des communes qui n'ont pas de terrain mais qui ont beaucoup de contribuables et qui sont très riches. Il faut que l'argent circule entre ces deux univers. Mais dans la façon dont l'argent circule entre ces territoires, va en quelque sorte impliquer de réformer la fiscalité locale pour lui donner une responsabilité nouvelle. Actuellement, la fiscalité locale obéit à certaines finalités, mais elle n'est pas un moyen de réguler les localisations. Et je pense qu'il faut qu'elle devienne ce moyen proportionnellement au coût des politiques publiques induites par le choix des localisations. Un schéma d'urbanisme, pour pouvoir se réaliser, doit tenir compte de cette innovation. Il faut donc remettre en cause cette idée qui, pourtant, nous est commune, qui voudrait qu'en fait, le squelette de l'organisation des déplacements soit le squelette du schéma. Et que, finalement, il suffit que les particuliers, les investisseurs, les institutions mettent de la chair, en quelque sorte, autour du squelette, et se débrouillent pour utiliser judicieusement les espaces offerts ou rendus accessibles par les nouvelles infrastructures de transport. Cette idée des transports structurants est dépassée. Elle n'est pas fausse, mais elle est dépassée. Tout se joue maintenant ailleurs. Le levier principal de la réalisation du futur schéma ne sera pas le transport collectif rapide, mais il sera la mutualisation des moyens financiers des collectivités pour contrarier les effets nocifs de la plus grande liberté de se localiser. Cette régulation a des conséquences parfois négatives. Cette régulation des conséquences parfois négatives de la liberté de se localiser va réclamer le plus vite possible un nouveau fonctionnement des institutions entre elles, et ce nouveau fonctionnement induira très probablement une nouvelle définition de ces institutions. D'accord. Une autre grande illusion, c'est de croire que la pénurie des logements explique les prix immobiliers, d'où les initiatives pour ouvrir des espaces d'urbanisation et de construire toujours plus de logements sociaux, n'est-ce pas? Oui, mais il faut partir de plus loin. C'est vrai qu'il y a pénurie et que cette pénurie est plus importante dans les grandes agglomérations, mais justement, c'est à cause de la rente immobilière et des règles économiques de sa formation. Ces règles sont celles qui expliquent qu'un même bien, situé dans d'autres contextes, n'aura pas la même valeur. Et dans le livre, j'examine les composantes tant de la rente immobilière moyenne que de la rente immobilière locale en un lieu précis. Et je montre que finalement, il y a un faible impact de la pénurie sur sa formation. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la rente qui induit la pénurie.
c'est que les lois qui gouvernent la formation de la rente empêchent l'accession à la propriété des classes moyennes. Alors pour compenser, il faut des logements sociaux supplémentaires. Il y a déjà proportionnellement à la population 40% de plus de logements sociaux en Île-de-France qu'en province. Et pourtant, les franciliens sont 40% plus riches que les provinciaux. Si on comprend ce paradoxe, on comprend que la rente immobilière est plus structurante que le transport sur la formation de la ville, sur l'organisation urbaine. Oui. Et évidemment, un schéma doit en tenir compte. Oui, et donc vous pensez que le schéma actuel, le SDRIF, n'a pas fait son travail ou alors ne l'a pas fait complètement? Le SRIF de 2008, puisqu'en fait pour 2013 le schéma n'est pas encore adopté, a été une étape dans la réflexion collective. Il ne faut certainement pas en nier les avancées. Mais ce que je critique, c'est que l'État s'est trompé dans la critique qu'il a faite du SRIF. Et cela s'est transformé en règlement de compte. On aurait pu comprendre qu'il réagisse en critiquant par exemple l'insuffisance des moyens pour réaliser ce schéma. Au lieu de cela, il a fait de l'esbrouf. Il a quitté son rôle fédérateur pour imposer une solution insuffisamment réfléchie. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui vous paraît le plus important de faire? Bon, heureusement, tous les projets de transport ne sont pas tous aussi inutiles et le court terme n'est pas compromis. Par ailleurs, les territoires locaux réfléchissent à leur organisation et ce n'est pas du temps perdu. Mais il va falloir sortir de l'idée simple, convaincante, et qui, dans le passé, fut vrai, que les transports collectifs seront le squelette de l'organisation urbaine de demain. Et qu'il suffira d'une douce pression auprès des collectivités locales pour donner priorité à l'urbanisation autour des gares. Cette idée reste adaptée à une agglomération moyenne, mais elle devient nuisible dès qu'on la pousse trop loin dans un bassin d'emploi devenu trop grand pour être unifié, et qui de ce fait a d'autres priorités. La priorité n'est plus de se déplacer plus, mais de pouvoir déménager pour se déplacer moins. Le plus important va concerner la réforme institutionnelle et la réforme du financement de l'aménagement, en rendant possible la conception, plus tard, en son temps, d'un nouveau schéma moins illusoirement unitaire. Marc Vielle, vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de passer à des réformes institutionnelles. Pouvez-vous nous en donner un aperçu? Oui, le pataquès dans lequel l'Île-de-France se trouve résulte de la réforme de 1964, la réforme territoriale de 1964 qui a institué plusieurs départements, là où il n'y en avait qu'un, et résulte aussi des défauts de la décentralisation de 1980. On n'a pas fait cette décentralisation en Île-de-France en considérant qu'il y avait un cas particulier à l'Île-de-France. Et de ce fait, on se trouve dans une situation où tant le pouvoir métropolitain que le pouvoir local sont trop faibles. Il faut donc qu'il y ait un vrai pouvoir métropolitain, et ce pouvoir métropolitain associera naturellement l'État et la région. Il pourrait être plus ou moins fédéral. Il y a plusieurs solutions pour l'organiser. Mais simultanément, il faut que le pouvoir local soit plus fort et qu'il ait les moyens politiques et financiers de s'organiser. Mais, contrairement à la province, le pouvoir local, ce n'est plus la commune, c'est l'intercommunalité. Et il faudra donc que les intercommunalités soient assez grosses. Dans des secteurs comme le logement ou l'aménagement, le pouvoir métropolitain est très insuffisamment organisé, il est éparpillé. Mais on peut, si on en juge par les débats en cours dans le cadre de l'association des élus qui s'appelle Paris Métropole, penser que la prise de conscience de cette situation est en train d'évoluer. Merci Jean-Pierre Farfeuil et Marc Vielle. Je rappelle le titre du livre, Grand Paris, sortir des illusions, approfondir les ambitions, paru aux éditions Scrinéo, collection Mode de ville.